Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier. Alors ça va être probablement classé dans les hors-séries. On va revenir un petit peu sur l'épisode 16 de Primum Non Nocere sur lequel on parlait du VIH et du sida. C'est le moment où j'ai commencé à mettre en place les FAQ à la fin de la vidéo et il y a eu beaucoup de questions sur cet épisode, énormément de questions sur cet épisode. Et donc aujourd'hui je suis accompagné de Tania Louis de la chaîne Biologie Tout Compris pour m'aider à répondre à ces questions, puisqu'il y en a certaines qui sont un petit peu velues quand même, faut pas se mentir. Et Tania a fait pas mal étudier dans le domaine du VIH. Je sais pas si tu as un mot à dire par rapport à ça. Ouais, alors pour faire genre, je pose ma légitimité, j'ai un master en virologie fondamentale et j'ai fait ma thèse sur le VIH. Donc je connais pas tout, mais je maîtrise un poil le sujet quand même. Donc on a récupéré pas mal de questions qui ont été dans les commentaires de la vidéo numéro 16 et on va essayer d'y répondre en mode un petit peu détente. Il y a Chaminou qui est ici, qui probablement va faire plein de faux raccords sur la vidéo, mais au moins ça va être sympa. Ce sera mignon. Si on a un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un porteur du VIH, est-ce qu'on l'attrape forcément ? La réponse est non, on n'attrape pas forcément le VIH si on a un rapport avec une personne qui est contaminée. Par contre, il n'y a pas de risque zéro. Donc il faut quand même être vigilant. Disons qu'en fait, la probabilité de transmission dépend de pas mal de paramètres. Déjà, la charge virale, plus elle est importante, plus le risque augmente évidemment. C'est-à-dire que la concentration en virus dans ces liquides contaminés est plus importante, donc ça augmente le risque de contamination. Et le type de rapport change énormément la donne aussi. C'est-à-dire que est-ce que c'est un rapport où on est réceptif, où on est disons actif, c'est pas exactement la même chose. Est-ce que c'est un rapport buccal, vaginal ou anal? Ça aussi, ça change beaucoup de choses. En gros, plus le rapport est traumatique, plus il y a de risque d'apparition de lésions et plus il y a de risque de transmission du virus, mais c'est loin d'être le seul paramètre. La bouche et le vagin sont relativement faits pour encaisser les frictions et choses comme ça. L'anus beaucoup moins, et donc les plaies sont plus importantes. Et donc, par exemple, un rapport anal réceptif est beaucoup plus contaminant qu'un rapport buccal non traumatique. Tu dis que ce n'est pas transmissible par la salive, mais si je saigne des gencives et que je suis atteint du VIH, je peux le transmettre par le sang dans ma salive du coup, non ? Donc est-ce que le VIH est transmissible par la salive ? Non, pas directement. Il n'y a pas de virus dans la salive. Il y a des virus dans le sang, dans le liquide séminal, dans les sécrétions vaginales, dans le lait maternel, mais il n'y a pas de virus directement dans la salive. Par contre, s'il y a du sang qui passe dans cette salive et que d'un côté ou de l'autre il y a une plaie, et donc un échange de sang, de contact avec du sang direct, là il y a un risque de transmission. Un truc à rajouter ? Simplement, du coup, pour qu'il y ait du sang qui passe d'une bouche à une autre et qui arrive à rentrer de l'autre côté des muqueuses, il faut qu'il y ait des plaies des deux côtés. Une plaie uniquement du côté de la personne potentiellement contaminée ou uniquement du côté de la personne potentiellement contaminante, ça ne suffit pas pour permettre une transmission par la salive. Donc en théorie, la transmission lors d'échanges buccaux est possible. Il reste quand même relativement rare parce que quand on saigne abondamment de la bouche, généralement on se roule pas des pelles ou des choses comme ça. Donc c'est en théorie possible, c'est pas non plus fréquent. Le liquide préséminal est-il porteur du VIH ? Oui, le liquide préséminal contient des particules virales parce que le liquide séminal et le sperme en général contient des globules blancs et donc des particules virales. Donc oui, même le liquide préséminal peut être contaminant. Donc on met un préservatif tout de suite. Peut-on être infecté par une fellation, qu'on soit receveur ou donneur ? Alors déjà, oui, il y a un risque de transmission par rapport à la fellation. Effectivement, ça dépend si on est donneur ou receveur. Donneur, c'est celui qui produit le sperme. On va pas faire de dessin dans le cadre d'une fellation. Donc, le receveur a plus de risques d'être contaminé que le donneur. Mais ça implique quand même certains paramètres. Il faut qu'il y ait des plaies dans les muqueuses d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés avec contact direct entre le liquide infecté ou du sang et une muqueuse traumatisée pour pouvoir avoir une chance de contamination. Alors ce risque est théorique, il est faible mais il est théorique, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Est-ce que les moyens de contraception féminins sont efficaces contre le VIH ? Tout dépend de ce que tu entends par contraception. Les seuls moyens de contraception qui empêchent la circulation du virus sont les préservatifs, qu'ils soient féminins ou non. Ce sont les seuls moyens, c'est des barrières mécaniques à la transmission du virus.
tous les autres moyens de contraception, qu'ils soient hormonaux, c'est-à-dire la pilule normale, le stérilet, l'implant, le patch, les crèmes, enfin tout ce que tu veux, ces techniques-là de contraception n'ont pour but que de contrôler la procréation. Et les autres techniques mécaniques, comme la ligature des trompes ou l'hystérectomie, n'empêchent absolument pas d'avoir une muqueuse qui rentre en contact avec du sperme infecté ou un autre liquide infecté. Et donc, la contamination est toujours possible. Le seul moyen de lutter contre la transmission du virus, à part l'abstinence, c'est les protections mécaniques, c'est-à-dire préservatifs féminins et préservatifs. Et c'est valable pour d'autres infections sexuellement transmissibles et pas uniquement le VIH. Valable pour toutes les infections sexuellement transmissibles en fait. Je crois qu'il ne faut pas dire code génétique pour désigner nos allèles, mais patrimoine, information ou matériel génétique. Alors tu as tout à fait raison, c'est une erreur que j'ai faite dans cet épisode et que Tania m'a fait remonter et que d'autres personnes m'ont fait remonter, et c'est en partie ça qui nous a motivés à faire cette FAQ. J'ai fait une erreur et je vais laisser Tania expliquer pourquoi. Oui, alors déjà, merci de l'avoir souligné parce que c'est vraiment un truc qui m'énerve quand on utilise code génétique pour parler d'information génétique. L'information, c'est ce qui est contenu dans la séquence de l'ADN, une suite de caractères qui a une valeur informative. Le code, c'est ce qui permet de transformer l'information contenue dans l'ADN en protéines. Par exemple, ATG, c'est une information génétique qui, grâce au code génétique, va donner un acide aminé, un bout de protéine, qu'on appelle la méthionine. Le code, c'est l'outil de traduction entre le langage de l'ADN et le langage des protéines. Alors dans la vie de tous les jours, on utilise code génétique un petit peu à mauvais escient, tout le monde voit de quoi on cause, mais en fait, effectivement, c'est une erreur de langage assez importante. Est-ce que le VIH peut être transmis par des bestioles, genre moustiques, tiques ou autres ? Je laisse répondre à cette question. Donc, les insectes et autres bestioles capables de transmettre des maladies, c'est ce qu'on appelle des vecteurs. Et il y a certains critères qui font qu'une bestiole peut être vecteur d'un virus ou pas. Le principal critère, c'est qu'il faut que le virus arrive à se maintenir à l'intérieur de l'insecte, parce qu'en général, ce sont des insectes. Et en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour le VIH, et donc il ne peut pas être transmis par un moustique ou une tique, puisque quand le VIH est ingéré par ces bestioles-là, il est détruit au sein de la bestiole, et il ne peut donc pas être réinjecté à une personne qui serait piquée par la suite. Les gens atteints du VIH font comment pour avoir des enfants ? Alors il y a eu plein de questions, plein de formes différentes de la question sur comment les personnes infectées font pour avoir des enfants. Donc on va reprendre les choses lentement. Déjà, à partir du moment où il y a un rapport non protégé, il y a toujours un risque de contamination. L'une des seules solutions pour limiter ce risque au maximum, c'est de faire de la fécondation in vitro, mais elle n'est pas du tout accessible dans tous les pays du monde. Donc voilà, la grande majorité des cas se fait sur des rapports conventionnels, avec plus ou moins d'encadrement autour de ces rapports. Dans le cas où c'est la femme qui est infectée mais où l'homme n'est pas porteur du virus, il peut simplement y avoir un rapport sexuel classique avec retrait du préservatif le plus tard possible avant l'éjaculation pour permettre le passage du sperme et donc la fécondation, mais limiter le risque de contamination. On peut aussi se débrouiller pour que le sperme arrive à destination en utilisant autre chose que son pénis, mais on va peut-être pas rentrer dans les détails. Imagination. Et la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est que la transmission à un enfant se fait généralement au moment de l'accouchement, qui est une période relativement traumatique, avec l'émission de pas mal de liquide biologique de la mère vers l'enfant, que ce soit au niveau des yeux ou alors même au niveau de différents traumatismes qui pourraient arriver sur la peau de l'enfant au moment de l'accouchement. Et donc c'est comme ça que se font les transmissions mère-enfant. Il y a aussi les transmissions par le lait maternel, mais c'est plus anecdotique dans certains cas. Mais globalement, voilà, la majorité des transmissions mère-enfant se font au moment de l'accouchement. Ce qui veut dire qu'on peut essayer de les éviter dans les pays avec un accès médical assez développé en proposant des accouchements par césarienne plutôt que par voie basse par exemple. Et des traitements par trithérapie bien conduits lors de la grossesse pour limiter au maximum la charge virale au moment de l'accouchement, mais généralement effectivement c'est des césariennes. Est-ce que les maladies du stade SIDA n'apparaissent qu'avec le VIH ou bien on peut les attraper indépendamment ? Alors les maladies qui sont décrites pour passer en stade SIDA sont des maladies qu'on dit opportunistes, qu'on peut attraper autrement que en étant infecté par le VIH. Sauf que le stade SIDA n'est défini que pour les malades infectés par le VIH. On peut attraper ces maladies dans d'autres circonstances, par exemple quand on a un effondrement de son système immunitaire, mais ça s'appelle pas le stade SIDA, ça s'appelle des maladies opportunistes. Est-ce que ces maladies sont incurables ? Non, ces maladies ne sont pas incurables.
Ça veut dire quoi, séropositif ? Et c'est une excellente question, mais c'est pas moi qui vais répondre. Très bien. Concrètement, être séropositif, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton sérum, c'est-à-dire dans ton sang, et en fait c'est un terme général pour dire qu'il y a dans le sang d'une personne des anticorps contre un agent infectieux. Ça désigne pas du tout spécifiquement le fait d'être séropositif au VIH. On peut être séropositif à la grippe, séropositif à l'herpès, c'est un terme générique pour dire qu'on a des anticorps contre un pathogène. Comment se passe un dépistage ? Qu'est-ce qu'il recherche et sur quoi se base-t-il pour dire si tu es infecté ou pas ? Donc la première étape du dépistage, c'est de faire une prise de sang à la personne qui a eu un rapport à risque ou qui a été potentiellement exposée au VIH. Et à partir de ce sang, il y a 2 examens qui sont faits. Le premier, c'est ce qu'on appelle réellement l'examen de dépistage, qui consiste en un test qui s'appelle un test ELISA, qui permet de détecter la présence d'anticorps contre le VIH et de certaines protéines du virus. C'est ce qu'on appelle donc le test de dépistage. Si ce test est positif, on fait un second test, un test cette fois-ci vraiment de diagnostic, qui consiste à essayer de détecter dans le sang de la personne potentiellement infectée la présence directe de protéines virales. Et c'est uniquement si ces 2 tests sont positifs qu'on annonce le diagnostic à la personne potentiellement infectée. À noter que pour être catégorisé comme infecté par le VIH, il faut 2 tests complets, 2 séries de tests complets sur 2 prélèvements différents positifs. C'est-à-dire qu'il faut on le fait une première fois. Si c'est positif au dépistage et au diagnostic, on fait revenir la personne, on lui refait un prélèvement sanguin. Et là, sur ce prélèvement sanguin, on fait le test de dépistage puis le test diagnostic pour bien vérifier que c'était pas une erreur au niveau des résultats du test. Il me semble que lorsque l'on donne son sang, des analyses sont effectuées. Est-ce que donner son sang régulièrement et n'avoir aucun mauvais retour des analyses permet de se dispenser de dépistage ? Alors oui, effectivement, quand on donne son sang, les poches de sang sont testées pour le VIH, mais pour d'autres choses, pour l'hépatite B, l'hépatite C et certains autres virus. Donc effectivement, si tu n'as pas eu de rappel sur un don du sang, il y a de fortes chances que tu sois à peu près clean sur les choses standards, c'est-à-dire VIH, hépatite B, hépatite C. C'est une méthode élégante pour faire un dépistage. Déjà, tu donnes ton sang, c'est très bien. C'est généreux. Et très généreux, on en a besoin. Et en plus, ça permet d'éviter de se dire « Allez, viens chérie, on va se faire un dépistage, allons donner notre sang », c'est... Voilà, on peut comprendre le truc. Mais par contre, c'est super généreux et ça permet d'augmenter les quantités de sang disponibles dont les hôpitaux ont cruellement besoin. Je rappelle qu'on peut donner son sang 6 à 8 fois par an en fonction de son sexe et encore plus pour le plasma. Donc n'hésitez pas à aller donner dans le centre le plus proche de chez vous. J'ai toujours cru qu'il fallait attendre 3 mois après un comportement à risque pour que le virus soit dépistable. Ce qu'il faut déterminer, c'est d'un côté la gestion des situations à risque et d'autre côté le dépistage. Dans la première partie, la gestion des situations à risque, alors qu'elles soient professionnelles ou non, si la situation le justifie, on peut mettre en place un traitement très rapidement pour éviter une éventuelle contamination. Et ensuite, la personne va être suivie. Et là, effectivement, la dynamique de suivi et d'apparition des marqueurs de l'infection vont mettre plus ou moins de temps à apparaître. Et c'est là qu'apparaît cette barrière des 3 mois. En gros, l'idée, c'est que si on a un test de dépistage négatif dans les 3 mois suivant le comportement à risque, on ne peut pas s'y fier, parce que peut-être que le virus est là, mais pas assez développé pour être détectable. Cette barrière des 3 mois permet d'être sûr que si le test effectué après est négatif, il n'y a vraiment pas eu de contamination. Tu dis que le sida a été observé dans le début des années 80 et que le VIH a été découvert peu après. Cela signifie-t-il que le VIH serait un nouveau virus ? En fait, il y a 2 choses dans cette question, et la première, c'est est-ce que le VIH est un nouveau virus qui est apparu comme ça tout d'un coup ? Donc pour ça, la réponse est oui, et en l'occurrence, il n'est pas apparu de nulle part. Le VIH, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire un virus qui a été transmis à l'homme depuis un animal. Et dans le cas du VIH, il y a plusieurs types de virus qui nous ont été transmis par différents types de singes. L'origine de la contamination, c'est vraisemblablement qu'il y a des personnes qui chassent les singes pour s'en nourrir, et quand ils découpent les carcasses, ils peuvent se couper en même temps et donc se retrouver exposés à du sang contaminé. Donc la transmission n'a pas lieu à chaque fois parce qu'il faut quand même que le virus du singe s'adapte à l'organisme humain, mais c'est quand même un événement qui a eu lieu plusieurs fois à des périodes qu'on sait maintenant datées et à partir d'espèces qui sont relativement bien connues. Donc ça, c'est la première chose. L'origine du virus, c'est son passage du singe à l'homme. La deuxième étape, c'est comment ce virus s'est répandu dans le monde entier pour donner la pandémie qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, pour ça, il y a pas mal de facteurs qui ont dû jouer.
Le premier, c'est le développement de la mondialisation qui a favorisé les déplacements de population et donc de personnes potentiellement infectées qui ont pu répandre le virus à différents endroits du globe. Et effectivement, l'évolution des mœurs sexuelles a vraisemblablement joué un rôle. En fait, quand le VIH est apparu, au départ, on l'appelait le virus des 4 H. Pour hémophile, parce que les hémophiles recevaient des transfusions sanguines et donc étaient plus fortement contaminés que le reste de la population. Haïtien, parce qu'il y avait une forte prévalence du virus dans les populations haïtiennes. Héroïnomane, parce qu'il y avait des transmissions par les seringues. Et homosexuel, parce qu'il y avait un fort taux de contamination dans la population homosexuelle dû à ces mœurs, mais aussi, et c'est non négligeable, au fait que la sodomie est un rapport particulièrement à risque pour la transmission du virus. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que à cette époque-là, le préservatif existait déjà, hein, il n'était pas inconnu, mais il était surtout utilisé comme mode de contraception. Et il s'avère que les populations homosexuelles sont pas trop concernées par la problématique de la contraception. Et donc le virus est plus facilement répandu dans la population homosexuelle. Mais il n'y a aucun moyen d'un développement futur d'un traitement total qui guérirait la maladie ? On va commencer par la fin, guérir complètement la maladie. En médecine à l'heure actuelle, il y a 3 grands axes sur lesquels on travaille sur le VIH. C'est soit la stabilisation des maladies en cours, parce qu'on n'a pas de traitement encore qui guérit ou qui prévient, soit établir un traitement, on va trouver une solution pour guérir les patients, pour qu'ils soient plus obligés de prendre de médicaments, ou alors la possibilité de prévenir la maladie, c'est-à-dire en anticipant des futures infections comme par exemple un vaccin. Mais ça pose d'autres problèmes et ça je vais laisser Tania en parler. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une raison en particulier qui fait qu'on n'arrive pas à guérir les patients malades du VIH, c'est ce qu'on appelle le réservoir. Le réservoir, pour simplifier, c'est des cellules dans lesquelles le virus s'est installé et où il reste planqué, sans se développer dans l'organisme, mais quand on arrête le traitement, on lui laisse le champ libre, il ressort et ça refait une infection. Et ces cellules-là, aujourd'hui, on ne sait pas bien les identifier, donc on ne sait pas bien les cibler et on ne sait pas comment on pourrait faire pour ou bien les détruire ou bien enlever le VIH qui est à l'intérieur. Donc c'est un des gros axes de recherche sur le VIH à l'heure actuelle, réussir à identifier ces cellules réservoirs. Donc il y a des progrès qui sont faits régulièrement. Là, récemment, il y a une équipe, qui est mon ancienne équipe de thèse, parce que je le dis parce que bravo, qui a réussi à identifier le premier marqueur de ces cellules du réservoir, c'est-à-dire un truc spécifique qu'on ne trouve que sur ces cellules-là et qui permettrait de pouvoir, par exemple, les récupérer, les purifier pour pouvoir mieux comprendre leur comportement et, à terme, à très long terme, réussir à effectivement les éliminer de l'organisme, ce qui permettrait de guérir le sida. Est-ce que tu sais si l'avancée des thérapies géniques actuelles donne des résultats prometteurs pour le traitement du sida ? Bon, clairement, thérapie génique, je suis pas un cador, hein. Je vais pas trop m'avancer sur la situation, mais je suis sûr que ma voisine de droite a beaucoup plus de connaissances dans le sujet. Ouais, j'ai juste assez de connaissances pour dire qu'en vrai, les thérapies géniques, c'est pas un truc qu'on maîtrise. Y a des essais qui ont été faits en utilisant justement des virus pour introduire des gènes dans des cellules de personnes. C'est notamment le cas de l'histoire des thérapies géniques pour guérir les bébés bulles. Mais en pratique, c'est pas quelque chose qu'on arrive à faire de façon efficace et de façon routinière. Alors il y aura sûrement des progrès qui seront faits grâce aux nouveaux outils moléculaires comme CRISPR-Cas9, mais pour l'instant on est très loin d'envisager des thérapies géniques qui permettraient de guérir les patients atteints du VIH, parce que en plus, de toute façon, pour les guérir, il faudrait réussir, grâce à ces thérapies géniques, à cibler les fameuses cellules du réservoir que pour l'instant on ne connaît pas bien. Donc ça fait 2 obstacles, on maîtrise ni la technique, ni l'identification des cibles pour l'instant. Pourquoi n'arrive-t-on pas à produire un vaccin contre le sida ? Donc ce qu'il faut voir, c'est que le VIH mute facilement, mais que la diversité des souches de ce virus est énorme par rapport à ce qu'on peut connaître avec d'autres virus. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans un seul patient affecté par le VIH, il y a une diversité comparable à ce qu'on trouve pour la grippe à l'échelle de la planète. Donc autant dire que si on se vautre régulièrement pour faire le vaccin saisonnier contre la grippe, il y a vraiment peu de chances pour qu'on arrive à mettre en place un vaccin contre le VIH qui marche contre toutes les souches de ce virus. Et la dernière chose, c'est plutôt une histoire de vitesse d'infection. C'est-à-dire que même quand on arrive à faire un vaccin efficace et qu'on met en place une mémoire immunitaire qui va pouvoir réagir rapidement en cas d'infection, il faut un certain temps pour que ça se déclenche. Or, les dernières études montrent que les premières cellules dans lesquelles le VIH peut insérer son génome
sont produites dans les quelques heures qui suivent l'infection. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide. Je me suis souvent demandé si 2 personnes infectées par le VIH pouvaient avoir des rapports sexuels non protégés sans risque, s'ils n'ont aucune autre maladie sexuellement transmissible. Même si c'est l'un des 2 partenaires qui a contaminé l'autre, on vous disait tout à l'heure qu'il y a une énorme diversité de souches de VIH dans un seul individu. Donc un rapport sexuel non protégé peut toujours conduire à la transmission d'une souche que l'autre partenaire ne possédait pas déjà et qui pourrait conduire à aggraver la maladie. Donc même entre 2 personnes contaminées, il y a un risque de transmission d'une souche différente et potentiellement plus grave. On appelle ça de la surcontamination, la contamination avec plusieurs souches différentes. Si le VIH est si dangereux, pourquoi les médecins n'injectent pas des nanorobots ou des globules blancs artificiels vu qu'on a la technologie ? Alors, les nanorobots et les globules blancs artificiels, alors je suis désolé de te décevoir, mais non, on n'a pas la technologie. Les nanorobots, ce serait cool, hein, mais on n'a pas la technologie. On fait des nanorobots, mais on n'a pas de nanorobots capables de faire ça, de cibler spécifiquement des virus ou des empreintes génétiques à l'intérieur de cellules partout dans l'organisme. Ça, malheureusement, on ne sait pas faire. Et les globules blancs artificiels, à mon sens, je crois que ça n'existe pas. Ce qu'on fait en nanorobot et qui est vachement cool, par contre, c'est des courses de voiture. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de transfusion sanguine de patients non infectés du VIH aux patients infectés pour contrecarrer la diminution des CD4 helpers ? Alors, la transfusion de globules blancs, je suis pas sûr que ça se fasse. On transfuse des globules rouges, on transfuse du plasma, on transfuse des plaquettes, mais les globules blancs, non. Alors pourquoi ? Parce que la mise en place d'une réaction immunitaire, ça ne nécessite pas que des globules blancs, ça nécessite aussi plein d'autres structures, comme des ganglions ou d'autres organes lymphoïdes secondaires, c'est comme ça que ça s'appelle. Et le fait que d'injecter juste des globules blancs, ça va pas forcément aider à lutter contre une infection. De plus, les globules blancs sont là pour attaquer les choses qui sont pas ce qu'on appelle du soi, c'est-à-dire de l'organisme d'où les globules blancs viennent. Et donc, l'injecter dans un autre organisme, ça va faire quelque chose d'assez contre-productif. En fait, l'organisme infecté par le VIH, en plus de lutter contre le VIH, va se retrouver à lutter contre les globules blancs qu'on vient de rajouter et qui viennent d'une autre personne. Donc en fait, c'est plutôt contre-productif. Et les globules blancs qu'on a injectés, je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être qu'ils vont essayer de lutter contre l'organisme dans lequel ils ont été injectés, ce qui est aussi assez contre-productif. Est-ce qu'on ne pourrait pas contrer le VIH en injectant régulièrement de l'interleukine 2 ? Les interleukines, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des protéines qui sont sécrétées par des cellules, alors que ce soit des cellules du système immunitaire ou non, mais c'est des protéines sécrétées par des cellules qui vont activer certaines choses. Et là, en particulier, l'interleukine 2 est une molécule qui est sécrétée et qui va activer les lymphocytes T qui sont la cible principale du VIH. Sauf qu'il y a un problème. C'est que l'interleukine 2 ne sert pas qu'à activer la prolifération des lymphocytes. Donc si on injectait de l'interleukine 2 à quelqu'un de façon régulière, on déclencherait vraisemblablement d'énormes effets secondaires et surtout on perturberait le fonctionnement global du système immunitaire. Bref, je suis pas sûre que ça améliore vraiment la situation. On aggraverait probablement son statut immunitaire en créant d'autres problèmes. Si le VIH s'attaque au système immunitaire, pourquoi ne pas détruire le dit système immunitaire et en recréer un peu comme dans le traitement des leucémies ? Pourquoi ne pas détruire le système immunitaire ? Parce que c'est pas le système immunitaire le problème, c'est le virus le problème. Le problème, c'est que ce virus s'attaque à une partie du système immunitaire, mais il ne fait pas que ça, il reste aussi à d'autres endroits dans l'organisme. Morale de l'histoire, tu détruis le système immunitaire, t'en remets un nouveau, le virus il est toujours là et donc il va réinfecter ce système immunitaire. Et je te passe le fait que détruire un système immunitaire, c'est pas anodin quand même, c'est quand même quelque chose d'assez agressif, alors qu'à l'heure actuelle, on arrive quand même à relativement bien stabiliser la maladie avec des traitements conventionnels. Puis ça demande une infrastructure extrêmement lourde de détruire un système immunitaire. Il faut des chambres stériles. Tu peux pas faire ça sur, 20 millions de personnes, quoi. C'est un petit peu compliqué. Si quelqu'un atteint par le VIH passe le reste de sa vie dans une chambre stérile, donc pour ne pas être touché par les maladies opportunistes, qu'est-ce qui se passe ? Cette question revient un petit peu à la question précédente. Vivre en permanence dans une chambre stérile, effectivement, on limite les infections opportunistes, mais le problème c'est que la grande majorité des infections opportunistes existantes sont des infections qui sont latentes dans l'organisme. C'est des gens, ils ont été infectés par quelque chose qui n'est pas agressif, et dès que le système immunitaire commence à défaillir, à ce moment-là, elles se réactivent et deviennent à ce moment-là agressives, alors qu'elles ne le sont pas dans la vie de tous les jours. C'est typiquement le cas de l'herpès, du cytomégalovirus ou de la pneumocystose, qui sont des choses que on peut tous plus ou moins avoir, ou de la toxoplasmose, qui sont des choses qu'on peut avoir plus ou moins et qui, au décours d'une diminution de l'immunité, va voir réactiver ces pathologies qui sont en théorie non agressives.
Bref, ça sert à rien d'enfermer quelqu'un dans une pièce stérile, parce qu'en fait, dans le quelqu'un, il y a déjà des agents pathogènes. J'ai lu que le VIH supportait mal les hautes températures, 60, 65 degrés. Pourquoi on ne dialyse pas le sang du patient pour le chauffer à 65 degrés pendant 5 minutes, puis le refroidir avant de le lui réinjecter? Effectivement, le VIH supporte mal les hautes températures, mais en fait, nos cellules et notre sang aussi. Si on prenait du sang humain et qu'on le chauffait à 60-65 degrés, ça ferait... de la coagulation, ça ressemblerait à du boudin, quoi. Donc ce serait pas très utile, et puis surtout ça permettrait pas de le réinjecter, ce serait pas très efficace. La deuxième chose, c'est que le VIH il n'est pas que dans le sang, et donc pour détruire les autres particules virales qui sont pas dans le sang, il faudrait chauffer l'intégralité du bonhomme à 60 ou 65 degrés, et c'est généralement mal supporté. C'est pas une super solution thérapeutique. Le traitement stoppe la multiplication du virus, mais la trithérapie limite-t-elle le risque de transmission du VIH? Alors, oui, la trithérapie limite le risque de transmission du VIH. La trithérapie limite la multiplication du virus à l'intérieur de l'organisme, donc diminue le nombre de copies du virus qui circulent à l'intérieur de l'organisme, et donc dans les liquides qui sont contaminants, comme le sperme ou les sécrétions vaginales. Et en diminuant ce nombre de copies, on diminue le risque de le transmettre en cas d'exposition, donc on diminue la transmission du virus. Tu dis que le moindre oubli de traitement par une personne séropositive risque de laisser apparaître des mutations. Mais une personne sous traitement strict, si celle-ci, pour une raison ou pour une autre, infecte une autre personne avec son VIH habitué à la trithérapie, ne risque-t-il pas de profiter du corps du nouvel hôte pour muter à loisir? Alors, on pense que c'est un petit peu à l'envers qu'il faut prendre le problème. Le problème, c'est pas d'avoir un virus qui arrive dans un organisme sans trithérapie. Le problème, c'est d'avoir un organisme sous trithérapie avec un virus. La trithérapie exerce ce qu'on appelle une pression sur le VIH. C'est exactement comme dans la théorie de l'évolution. C'est même de la théorie de l'évolution, en fait. C'est ton virus, il a sur les épaules quelque chose qui l'empêche de se développer librement. Et ce quelque chose, c'est cette trithérapie. Libère-le un petit peu, et une fois ou deux fois, fais une brèche dans cette pression, et à ce moment-là, il va s'y engouffrer, il va se multiplier, et des mutations vont apparaître, vont être sélectionnées, parce que quand la trithérapie va revenir, les mutants qui peuvent vivre malgré la trithérapie vont se multiplier et faire des mutations et donc devenir de plus en plus résistants à la trithérapie. Mais prends ton virus, transmets-le dans un organisme qui n'a pas de trithérapie et lui, il va développer librement. Il n'y a rien qui l'empêche de progresser. Par contre, mets-lui une charge et mets-lui une charge inconstante et il va s'adapter à cette charge inconstante. En termes thérapeutiques, c'est pour ça que c'est hyper important que les trithérapies soient bien suivies. Parce qu'à chaque fois qu'il y a interruption du traitement d'une trithérapie, ça favorise le risque d'apparition de virus résistants. Et par ailleurs, c'est parce que le VIH est capable de s'adapter qu'on le traite avec des trithérapies, capables de bloquer 3 étapes différentes de la multiplication du virus. Parce que comme ça, même si le virus arrive à s'adapter pour contrecarrer un de ces 3 blocages, il en reste encore 2 qui empêchent sa multiplication. D'ailleurs, les patients qui sont sous trithérapie sont généralement bien suivis pour voir si jamais leur virus arrive à s'adapter à une de ces barrières et éventuellement ajuster le traitement en fonction. Que penses-tu de certaines personnes qui arrivent à contenir naturellement leur infection après avoir arrêté leur trithérapie? Quelles sont les explications de ce phénomène? Y a-t-il des possibilités de recherche dans cette voie? Et à quand les porteurs sains du VIH? Alors, qu'est-ce que je pense des personnes qui arrivent à contrôler le virus même après avoir arrêté leur trithérapie ou même sans avoir commencé une trithérapie? Ils sont une source très intéressante de recherche parce que justement, ce phénomène de contrôle est un phénomène qu'on aimerait bien comprendre. Du coup, pour ce qui est des explications du phénomène, pour l'instant, elles sont encore assez mystérieuses. En fait, c'est effectivement une piste de recherche importante. Il y a pas mal de chercheurs qui essayent de comprendre pourquoi certains patients arrivent à spontanément contrôler le virus, mais on sait toujours pas pourquoi, en fait. Et du coup, à quand les porteurs sains du VIH? En fait, on a déjà mieux que des porteurs sains, parce qu'un porteur sain d'une maladie, c'est quelqu'un qui a, en l'occurrence, du virus dans son sang, mais qui n'a pas de symptômes, et les patients qu'on appelle des élite contrôleurs n'ont pas de symptômes, mais en plus, ils ont une quantité très faible de virus dans le sang, qui pour certains est même indétectable. Donc on est déjà à l'étape d'après les porteurs sains. Mais on comprend pas pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une population comme la population humaine, avec une énorme diversité au niveau génétique, il est logique qu'il y ait des personnes qui présentent des résistances naturelles par rapport à ce virus. C'est l'intérêt de la diversité. Et donc, on trouvera forcément des gens qui échappent à la règle. Et c'est justement ces personnes-là qu'il faut étudier pour essayer de comprendre pourquoi ils échappent à la règle et essayer d'établir
un plan de bataille face à l'infection. Luc Montagnier, qui est découvreur en 1983 du VIH, dit à propos d'une nutrition antioxydante « Je crois que c'est l'une des façons d'aborder le problème pour diminuer le taux de transmission. Je crois qu'on peut être exposé au VIH plusieurs fois sans être infecté de manière chronique. Si vous avez un bon système immunitaire, il se débarrassera du virus en quelques semaines. » Et c'est cela aussi le problème des Africains. Leur nourriture n'est pas très équilibrée, ils sont dans un stress oxydatif, même s'ils ne sont pas infectés par le VIH. À la base, leur système immunitaire ne fonctionne pas bien et donc peut permettre au virus de rentrer dans l'organisme et d'y rester. Le cas Luc Montagnier est quelque chose d'assez particulier. On est là face aux co-découvreurs et aux co-prix Nobel de médecine du VIH. Et ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est le terme co-découvreur et co-prix Nobel. Là, on est face à ce qu'on appelle un argument d'autorité. Il est le découvreur et le prix Nobel sur le VIH, donc on l'écoute. Sauf que si on reprend sa phrase, il dit « je crois ». C'est pas ce qu'il a réussi à mettre en évidence, c'est ce qu'il pense. Et la valeur de ce qu'il croit n'est pas plus de valeur que ce que moi je crois par rapport à ça. La croyance n'est pas à remettre en cause. Là, il croit que, d'accord, mais il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Le seul problème, c'est que comme il est professeur et prix Nobel de médecine sur le VIH, on l'écoute. Mais encore une fois, il est co-découvreur et co-prix Nobel. Et tant qu'à faire de l'argument d'autorité, on va le faire dans l'autre sens. Et en l'occurrence, si on écoute ce que dit Françoise Barré-Sinoussi, co-découvreuse du VIH et co-prix Nobel de Luc Montagnier, elle n'est absolument pas d'accord avec les arguments qu'il développe, notamment sur le fait qu'il suffit d'avoir un bon système immunitaire pour se débarrasser efficacement du VIH. Et en l'occurrence, elle s'appuie sur des données scientifiques et pas sur ses croyances personnelles. Donc, toujours se méfier de cet argument d'autorité. C'est pas parce que la personne est spécialisée dans un domaine qu'elle peut parler d'un autre domaine, et c'est pas parce qu'une personne est spécialisée tout court qu'elle a forcément raison. Et faire attention à la valeur des mots. Et ici, il ne dit rien d'autre que « je crois ». On entend dire que c'est l'homme qui a créé le VIH. Est-ce vrai ? Mais attends, le VIH, ça n'existe pas.